l'université Lyon 2, comme le disait Philippe, et je suis chercheuse sur le cinéma cubain, si je reprends mes débuts, depuis 23 ans maintenant, à travailler, vivre à Cuba sur des temps aussi longs que possible, revenir en France. Et je travaille également depuis 2 ans, là j'arrive presque à la fin, pour l'ambassade de France à Cuba. Je suis consultante et je gère un fonds de développement du cinéma institutionnel et indépendant. Toute ma recherche tourne autour de ce conflit permanent à Cuba et ailleurs entre l'artiste, l'État, conflit ou pas, mais bref, toutes ces relations un peu complexes entre le cinéma institutionnel, le cinéma indépendant, etc. Donc le sujet est fort ambitieux, je peux en faire un cours de 12 semaines, mais j'ai essayé d'ordonner un petit peu le propos, commencer par quelques grosses généralités sur la ville au cinéma, parce que c'est évidemment un énorme cliché de dire que la ville et le cinéma sont liés de façon très proche. Vous avez un très beau livre, si vous êtes curieux, la plus belle encyclopédie qui ait été faite sur ce sujet, qui aborde presque toutes les villes du monde au cinéma. C'est ce gros livre, on ne voit pas là, des cahiers du cinéma. Donc la ville est omniprésente, mais elle ne joue pas toujours le même rôle selon les films. Elle peut être plus ou moins active, elle peut aider le personnage, elle peut tromper le personnage, piéger le personnage. Les cinéastes décident d'en faire un personnage actif, passif, un décor. Voilà. Donc on va un petit peu passer après à La Havane sur des usages très différents de la ville de La Havane. L'idée, c'est surtout, lorsqu'on montre des villes qui ont été très montrées, notamment New York et Paris, qui sont 2 exemples de cinéma omniprésents, c'est toujours de faire coller son prisme esthétique avec l'intention de son histoire. Donc vous avez toutes sortes de choix. Vous pouvez d'abord, ça c'est très à la mode, montrer la ville de façon exhaustive, depuis qu'on a le drone qui a fait son apparition au cinéma. Alors avant il y avait le satellite, mais avec le drone on a cette tendance à vouloir embrasser les villes en entier, à toujours partir du ciel pour arriver sur la terre et montrer comme ça à l'échelle macro, pour montrer tous les quartiers, la diversité d'une ville. À l'inverse, vous avez des films qui peuvent se centrer de façon beaucoup plus micro sur des récits plus intimes, où vous pouvez parler d'un quartier, d'un immeuble, d'une rue. Voilà. Donc la ville peut être dépeinte à différentes échelles. Et ensuite, il y a la tonalité du portrait qui va rentrer en jeu. Il y a des villes absolument mythifiées, il y a des villes idéalisées, et à l'inverse, vous avez des villes qui sont complètement diabolisées, notamment dans le cinéma de science-fiction, dans le cinéma d'horreur. Voilà, la ville est souvent un cadre plutôt diabolisé. Et donc, je vous parlais du degré de protagonisme, à quel point la ville est active. Donc, ça peut aller de ce fond, de ce décor, comme ça, un peu interchangeable, des immeubles, sans qu'on ne sache très bien où l'on est. Ou alors, le personnage à part entière que je vous mentionnais. On a beaucoup d'exemples de villes hostiles ou de villes idylliques. Par exemple, pour moi, un des grands films là-dessus, c'est le film Playtime de Jacques Tati, où l'on voit comme ça la ville se transformer en un lieu plus vivable ou pas. Ou alors on a le Paris très idyllique d'Amélie Poulain, qui avait valu à son cinéaste des critiques parce que c'était un Paris trop idéalisé, mais après tout, on fait bien ce qu'on veut quand on fait une fiction. Donc je vais commencer par un film pas du tout cubain, parce qu'on n'a pas encore fait mieux que Manhattan, simplement parce que l'ouverture de ce film est absolument magistrale, et que précisément, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, vous allez, si vous l'avez déjà vu, ça va vous rafraîchir la mémoire. On a au tout début, dans ce film de Woody Allen, le narrateur, qui est lui-même écrivain, donc lui-même créateur, et qui veut parler de sa ville, New York, et plus précisément de son quartier de Manhattan. On a ce personnage qui se pose des questions, et donc c'est très intéressant parce qu'il repose toutes ces questions que je viens de poser pour savoir comment il peut faire le portrait de Manhattan. Donc on s'offre ça, et après on ne voit que du cubain. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion.
He adored New York City. He idolized it all out of proportion. No, make that, he romanticized it all out of proportion. Yeah. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now let me start this over. Chapter 1. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle-bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles. Corny, too corny for my taste. let me try and make it more profound. Chapter 1. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams. And it's going to be too preachy. I mean, let's face it, I'm going to sell some books here. Chapter 1. He adored New York City, although to him it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter 1. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. I love this. New York was his town, and it always would be. C'est pour moi vraiment exemplaire comme séquence filmique. J'en viens à la Havane, donc certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'y aller, un peu plus tôt qu'à l'époque actuelle qui est compliquée. Mais je rappelle brièvement quelques caractéristiques. Alors ça n'est pas le guide du routard, je fais ça en 1 minute. Globalement, ce qui est important, c'est de savoir que la Havane vient de fêter ses 500 ans d'existence. Sa création, c'est 1519. Donc elle a fêté en 2019, en novembre, ses 500 ans. Donc ça a été une fête en grande pompe à la Havane, juste avant le début du très long confinement à Cuba. Je vous passe tous les détails, mais c'était vraiment une des premières villes où est arrivé Colón dès le début, en 1492. Ce qui caractérise cette ville au fil de son histoire, c'est vraiment 1 minute d'histoire cubaine, c'est que c'est une ville qui se caractérise par la sédimentation. C'est une ville où l'on sent qu'il y a un certain temps figé, mais à la fois des espaces différents et des lieux du monde qui sont concentrés à la Havane. Donc c'est vrai qu'il y a des styles architecturaux qui se superposent. Quand on marche dans la Havane, on peut croiser toutes sortes de styles, depuis des styles européens, des styles états-uniens, des styles soviétiques parfois, qui sont un peu choquants dans le paysage. Et disons que cette sédimentation, ces différentes couches temporelles se lisent dans les pierres, dans les objets, etc. Donc je vais retenir quelques mots: sédimentation, hétérogénéité, voilà, c'est vraiment une ville extrêmement diverse. Et malheureusement un autre mot qui devient presque un concept à la Havane, qui est la ruine, parce que c'est un concept très ambigu. On peut même parfois la trouver belle, et au moment où on la trouve belle, on est gêné de la trouver belle. Enfin, c'est tout à fait compliqué. Ensuite, rappelez, mais tout le monde le sait, que c'est une ville côtière, et que ça dépend
que La Havane est à la fois une ville côtière, mais une ville sans plage en ville. Vous avez ce mur du Malecón dont on va reparler, qui est un mur d'enceinte de 8 km autour de La Havane. Et il y a ce rapport aussi très ambigu du Cubain avec la mer, parce qu'on ne se baigne pas particulièrement à La Havane, à part quelques enfants qui sautent du mur et ça n'est pas très autorisé. On ne pêche pas beaucoup, sauf quelques pêcheurs disséminés. Et cette mer, c'est beaucoup la mer dont on part quand on est balsero, les gens qui sont partis sur des radeaux. Voilà, donc il y a un rapport avec la mer qui n'est pas forcément le même que dans des villes côtières que vous connaissez ailleurs. Donc la ville a été classée au patrimoine, la vieille ville de La Havane a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 82, ce qui a permis une grande restauration de certaines parties de la ville sous l'égide d'un homme indispensable qui est mort il y a quelques années, Eusebio Leal, qui était l'historien de la ville de La Havane. Voilà. Et ce qui caractérise la population de La Havane par rapport à des populations plus orientales, plus à l'est, c'est que La Havane est bien moins noire ou métissée que ne l'est Santiago, ce qui donne à Santiago une image très différente dans la culture, dans des tas de choses. Mais Santiago est une ville très peu présente dans le cinéma cubain. On parlera aussi un peu de ça. La cinématographie cubaine ne fait pas exception, c'est-à-dire que comme dans tous les pays, la majorité des films sont des films tournés en ville. Il y a des films bien sûr tournés à la campagne ou dans les montagnes, mais quand même le cinéma cubain est particulièrement avalé. C'est quelque chose qu'on voit déjà dans les titres des films. Je vous ai mis ici quelques affiches cubaines parce que c'est une grande spécialité, l'affiche sérigraphiée. Et là vous avez des films qui vont de 1962 à presque à nos jours, avec des titres où la Havane est omniprésente, Havanais, Havane, Havanaise, Dernier jour à la Havane, etc. Alors, quelques mots aussi rapidement sur le cinéma cubain. Le cinéma cubain existait avant la révolution de 1959. Simplement, on peut vraiment dire que ce cinéma des 60 premières années à Cuba était un cinéma où justement Cuba était un décor exotique, un décor utilisé, un décor même manipulé, là où le cinéma post-59 est un cinéma plus authentique, peut-être plus ancré dans la cubanité. Voilà. En ce moment, vous ne l'ignorez pas, ou si vous l'ignorez, je vous le dis, parce qu'on en parle fort peu aux informations. Cuba vit probablement la pire crise de son histoire. Alors on a l'impression qu'on dit ça à Cuba depuis bien longtemps. Ce qui était jusqu'à maintenant la pire crise cubaine, c'était les années 90, avec ce qu'on a appelé la période spéciale. Donc ce moment, chute du mur de Berlin, rupture avec les pays soviétiques, où Cuba se trouve coupé du monde, avec l'embargo états-unien d'un côté et la rupture avec l'Union soviétique, et c'est la crise économique profonde. Et aujourd'hui, à La Havane, en ce moment, dans le Vedado, un des quartiers très centraux, vous avez un graffiti qui dit période spéciale saison 2, parce qu'ils ont vraiment cette sensation que c'est de pire en pire. Le Covid a été terrible à Cuba, alors pas de façon sanitaire, parce que Cuba a créé 5 vaccins. Vous verrez, je ne dis pas que des choses positives sur Cuba, mais là je peux y aller. Dont 2 sont restés à l'état de candidats vaccins, j'ai oublié les termes depuis. Mais il y a 3 vaccins qui ont été inoculés à la population. Ils ont mis le paquet sur la santé côté Covid au détriment probablement du reste. Et le pays a été fermé pendant 2 ans au tourisme, ce qui a occasionné une crise économique sans précédent, puisque c'était la source principale de devises, et que donc la fermeture du pays pendant 2 ans et un confinement bien plus long et bien plus dur que le nôtre a occasionné un vieillissement des infrastructures, donc le pays peine à se remettre aussi de ça. L'embargo se poursuit, on a envie de croire qu'en 2016, avec le rapprochement avec Obama, ça s'est arrêté. Or non, ça a été seulement un réchauffement des relations sans parvenir, puisque Trump est arrivé derrière et que Biden n'aide pas forcément beaucoup. Donc on se retrouve avec un embargo qui est toujours très dur. Et le cinéma, pour en arriver là, le cinéma cubain était jusqu'aux années 90 un cinéma 100% ou presque institutionnel, géré par l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, l'ICAIC, institut qui aujourd'hui est en crise totale. Ils n'ont plus d'argent, ils ont du mal à faire des films, et grâce à la technologie numérique, etc., les jeunes cinéastes et les moins jeunes cinéastes ont pu faire des films indépendants qui ont changé le contenu du cinéma cubain. Et la conséquence de toute cette crise pour les artistes et pour la population normale, c'est
c'est un exil massif, les chiffres sont très variables, mais on parle pour 2022-2023 de 600 000 Cubains en moins sur une population de 10 millions, rendez-vous compte, enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique et c'est palpable quand on est à La Havane aujourd'hui. Je fais un petit sondage, qui est allé une fois dans sa vie ou plusieurs fois à La Havane? Bien. Algún cubano? Por ahí? Non, pas de Cubain, non. Bien, donc voilà, le tableau est un peu sombre, mais je dois vous le présenter quand même. Donc la question, ça va être de voir quelle est cette Havane considérée comme particulièrement cinégénique. Là, j'ai mis la carte de la Havane, celle qu'on connaît quand on y est allé, mais la Havane, il faut aussi imaginer qu'elle va à peu près sur tout le mur de pierre, hein. Évidemment, il y a les quartiers où l'on ne va pas. Mais la Havane la plus touristique, celle que l'on connaît, c'est la vieille Havane qui est là-bas au bout, avec le port et cette baie tout à fait spectaculaire. Centro Havana où l'on traîne un peu moins, mais de plus en plus parce qu'il y a plein de bars nouveaux. Et le quartier du Vedado, Plaza de la Revolución, le cimetière Colón, et là-bas derrière Miramar et le quartier des ambassades qui est architecturellement époustouflant. Donc la capitale cinématographique obéit à cette règle de se centrer comme ça sur les quartiers les plus emblématiques, même si évidemment les cinéastes actuels, ceux qui ne sont pas partis, continuent d'explorer d'autres quartiers justement pour parler d'une Havane beaucoup plus marginale, plutôt que de ne regarder que celle qui est la plus belle ou qui est restaurée. Donc on va voir un petit peu ça, j'accélère car je suis déjà beaucoup trop longue. Je vous cite ici Alejo Carpentier, un petit virage par la littérature pour voir celui qui a le plus décrit la Havane, ou le mieux décrit en tout cas tous ces attributs de la Havane. Et on va commencer à identifier grâce à lui ce que j'appelle dans ma recherche actuelle des marqueurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quand on voit une photo de la Havane ou un film sur la Havane, il suffit de quelques marqueurs, comme il y a des tours Eiffel dans Paris, il y a des tours Eiffel dans le film sur Paris, on sait qu'on est à Paris, c'est le marqueur. Donc Alejo Carpentier, dans la Ciudad de las Columnas, la ville des colonnes, vous parle de la Havane en ces termes comme ça qui ont l'air pas très élogieux mais qui le sont. La superposition de styles, l'innovation en matière de style, bons ou mauvais, plus souvent mauvais que bons, ont octroyé à la Havane ce style sans style qui, à la longue, par un processus de symbiose, d'amalgame, donc ce que j'appelais moi la sédimentation, l'hétérogénéité, etc., a été érigé en un baroque tout particulier qui tient lieu de style et qui s'inscrit dans l'histoire des comportements urbanistiques. Donc Alejo Carpentier, dans cet ouvrage, vous présente quelques-uns des marqueurs. Donc il y a les colonnes, il y a les vitraux qui sont très présents à la Havane, une forme notamment la Media Luna, une forme de vitrail qu'on retrouve beaucoup. Il y a un travail de fer forgé qui est permanent. Et donc là, je vous présente simplement quelques marqueurs que vous allez voir dans les films que je vais vous montrer. Alors, voyons voir au cinéma, que reste-t-il de ce non-style syncrétique de la Havane. Donc je vais commencer par un film qui est très stéréotypé. C'est l'un des films qui a été tourné pour la commémoration des 500 ans de la Havane. Parce que là, évidemment, il s'agissait de faire la promotion de la ville, de l'honorer. Et je vais vous montrer un clip, parce qu'il y a eu plein de clips musicaux. Et on va commencer par la chose la plus lisse, et la plus stéréotypée, de façon à après entrer dans la complexité. Là, vous allez voir un clip, je n'ai qu'un mot pour le qualifier, c'est soyeux. C'est très soyeux. Mais c'est très beau. Quoi. Comment? C'est lyonnais. Lyonnais? Soyeux. La soie. Ah, oh, excusez-moi. Mais bien sûr. Non, c'est bien.
avance un petit peu. Donc là, vous avez comme ça ce montage parallèle qui met d'un côté cet orchestre exclusivement, donc c'est un orchestre très connu à la Havane, exclusivement des femmes, ici vêtues de noir, souriantes, etc. C'est la fête. Donc comme je vous le disais, maintenant on n'arrive plus à faire de cinéma sans drone, hein, c'est une profusion de drones. Les musiques que vous entendez sont des grands classiques de compositeurs exclusivement cubains, Ignacio Cervantes, etc. Et là, on passe à la fois dans tous ces quartiers très touristiques, très reconnaissables, mais on s'éloigne aussi un petit peu. Il y a quand même l'Académie des Beaux-Arts, des bâtiments qui se trouvent un peu plus loin. Mais on est dans le type de film qui répond parfaitement à la commande de l'État, qui était de rendre hommage à la Havane. Le titre est absolument transparent, Belle Havane. Donc il n'y a pas de piège ici. Vous avez une Havane qui est lissée. Et en plus, donc, quand on revient sur ce que disait Alejo Carpentier sur le non-style, ici ce qu'on a fait, c'est que le noir et blanc, c'est un noir et blanc très contrasté, 4K, enfin là on est vraiment dans l'image parfaite, lisse complètement la Havane et tente à uniformiser une architecture qui ne l'est pas dans la réalité. Et ça gomme aussi ce qu'on connaît de la Havane, qui est cette patine des couleurs, comme ça un petit peu... voilà. Mais à un moment, vous voyez un très grand bâtiment en forme de L un peu ouvert. Ça, c'est le Foxa, c'est un grand bâtiment qui avait fait scandale à sa construction. Et lui, par exemple, il est verdâtre. Bon, et là, on perd un peu tout ça. Et donc, on a cette Havane très lisse. L'idée, c'est que le cinéma, depuis 1959, tente à dire que la réalité n'est pas du tout aussi lisse. Donc, vous voyez, c'est dédié à Eusebio Leal, qui était décédé lors des célébrations. Donc, la réalité étant plus complexe, le cinéma saisit les nuances et se saisit de la Havane pour dire d'autres choses. Alors, je vous propose une petite balade à travers différents films, donc on va en voir d'autres comme ça un peu lisses et pimpants, et puis d'autres beaucoup moins lisses et beaucoup moins pimpants. Donc on va passer sur des classiques de Tomás Gutiérrez Alea, de Fernando Pérez, qui est vraiment un des cinéastes les plus connus, qui est à Cannes en ce moment. Il est en résidence à Cannes avec Agnès Jaoui, il suit des jeunes cinéastes. On n'aura pas le temps d'arriver à des films très contemporains, mais j'ai des films qui déconstruisent complètement la Havane et qui font en sorte qu'on ne la reconnaisse plus dans des délires peut-être même un peu assez furieux contre la Havane. Et je n'exclus pas non plus dans ma conférence, vous allez rester jusqu'à minuit, des films faits par des étrangers, parce que c'est intéressant aussi de voir comment l'étranger, le cinéaste étranger, Laurent Canté, etc., viennent corroborer cette image de la Havane. Alors, la Havane, c'est une ville dans laquelle on se déplace. Donc dans cette représentation de la ville, il y a les bâtiments fixes, mais il y a aussi beaucoup d'objets, et notamment les fameuses voitures. Et donc pour cette Havane qu'on arpente, je commence par un film étranger qui est la biographie du danseur Carlos Acosta, qui a eu un petit succès, me semble-t-il, en France à sa sortie. Un biopic très réussi. Alors c'est fait par Isiar Boyain, qui est une cinéaste espagnole, avec son compagnon qui est le scénariste de Ken Loach. Mais tout ça est produit à Cuba et produit par des Cubains. Donc c'est vraiment... vous avez vraiment là des acteurs cubains, contrairement à par exemple le Cuban Network de Olivier Assayas, où vous avez que des étrangers qui jouent des Cubains. Alors, donc là je vous montre l'ouverture du film, parce que là encore on est dans une Havane culturelle. Donc je vous donne quelques mots-clés, je vous laisse regarder puis après je commente. On a une Havane qui est éminemment culturelle, une Havane qui est très vivante, et une Havane dans laquelle on doit se déplacer pour en saisir toute l'ampleur. Normalement, tout est dans l'ordre. Donc simplement pour que ce soit clair, vous avez un personnage dans sa voiture qui est Carlos Acosta lui-même. Le film retrace toute sa vie parce qu'il est... Donc c'est un biopic, c'est une fiction, mais qui s'appuie sur l'autobiographie de Carlos Acosta, où on le voit depuis son enfance, puis ses premiers pas comme jeune danseur, premier danseur étoile noire à Cuba, et ensuite son exil, aujourd'hui il est à Birmingham, directeur de ballet, mais il a toujours une compagnie de danse contemporaine à la Havane. C'est tout à fait incroyable son travail.
point la Havane a changé, parce que par exemple, il n'y a plus les gros paquebots de tourisme, enfin bref, des tas de choses changent très très vite à Cuba en ce moment. Donc là, vous avez dans ce prologue 25 plans, donc il est relativement enlevé. Vous avez reconnu, bien entendu, la bayadère, c'est le pas d'action du ballet russe, la bayadère qu'on entend comme ça en fond et qui rajoute à ce côté très sautillant. Et vous avez 18 travelling latéraux, donc c'est vraiment, en plus des travelling qui vont dans tous les sens, latéraux droite, gauche, à la fin vous avez ce travelling arrière d'accompagnement du danseur lorsqu'il rentre dans son théâtre. Et ça vous donne comme ça cette impression de profusion de jeunes artistes qui convergent tous vers le Grand Théâtre National pour aller au service de l'art, se réunir comme ça. Donc on est à pied, en voiture, vous voyez tous ces bus, ces taxis, les voitures américaines. Et je trouve que c'est un film, alors après ça se complexifie aussi l'histoire, mais qui s'ouvre sous le signe d'une certaine légèreté. Et surtout, voilà, je reprends ma première idée, cette idée d'une Havane qui regorge de culture. Voilà, donc tous les gens marchent pour aller faire quelque chose de culturel, avec ce côté caméra embarquée qui embarque le spectateur dès le début. Alors, cette question de la voiture américaine, dans ma recherche, je travaille beaucoup sur le stéréotype, et le stéréotype pas forcément vu dans une perspective négative, mais le stéréotype comme quelque chose que l'on reconnaît, qui est dans l'imaginaire. Alors là, je vous ai pris quelques almendrones, donc le nom qu'on utilise à Cuba pour les voitures américaines, qui ont beaucoup de noms d'ailleurs, mais c'est l'almendrone de almendra, c'est une grosse amande comme ça, un peu ronde. Donc cette voiture, elle est intéressante pas seulement esthétiquement. Déjà, elle rajoute à la Havane de la couleur, puisque les couleurs ne sont pas forcément d'origine, hein, on retape, on repeint comme on veut avec ce qu'on trouve. Donc là, vous avez Buena Vista Social Club, le premier, parce qu'il y a eu un deuxième derrière, Havana Blues, donc espagnol, Buena Vista allemand, et Antes que Anochezca, c'est la biographie de Reinaldo Arenas, Fast and Furious numéro 8, qui, j'ai fait une communication dessus, et c'est pas si inintéressant, enfin, le film vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'était le film qui était censé marquer l'explosion des relations cinématographiques, tout le monde allait être millionnaire, ça allait être super. Ça n'a pas marché. Epicentro, qui est un documentaire autrichien très beau, très ambigu, très complexe, que je vous conseille, et Yuli. Je vous ai mis aussi un autre photogramme complètement halluciné de Fast and Furious, parce qu'il y a beaucoup de voitures états-uniennes dans les rues de Cuba, il y en a partout, mais il n'y en a pas autant que ça. Pas comme ça au même endroit. Cette scène, si on avait le temps, mais on n'aura pas le temps, je l'ai amenée aussi parce que c'est tout à fait saisissant, cette course. C'est une course, pour les personnes qui ne l'ont pas vue, j'imagine que peu d'entre vous ont vu ça, je me suis infligé Fast and Furious. La course est inspirée du film avec James Dean, aidez-moi. Voilà, La Fureur de vivre, et c'est un hommage, donc c'est assez intéressant aussi. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que cette voiture, elle recoupe aussi ce que je vous disais au début, c'est-à-dire cette sédimentation. Cette voiture, c'est une trace de la présence états-unienne, c'est une trace de la de l'avant-révolution, et ça survit aujourd'hui, alors que partout dans le monde, c'est un objet de collection. À La Havane, c'est un objet du quotidien, qui est là en nombre dans les rues, et qui survit parce qu'on trouve des pièces de rechange, alors soviétiques, russes jusqu'à une certaine époque, puis aujourd'hui avec des pièces vénézuéliennes, chinoises, enfin on fait ce qu'on peut. Donc rien que ce véhicule, pour moi, c'est un signe de cette sédimentation de lieux et de temps. Voilà. Et c'est aussi une preuve de l'inventivité du cubain malgré l'embargo. Je vais vous parler un petit peu de Fernando Pérez, donc, qui est pour moi le plus grand cinéaste vivant cubain. J'avais pris une petite photo, pouvait-il faire voilà, un grand cinéaste, un homme fabuleux, que tout le monde admire à Cuba, en dehors de Cuba, probablement l'une des personnes les plus... lui n'est pas consensuel, mais l'amour qu'on lui porte l'est beaucoup. Donc dans la filmographie de ce cinéaste, qui a beau voyager dans le monde entier, lui ne part jamais, il reste à Cuba et il y restera pour toujours. Il a fait des films qui sont des films à chaque fois des déclarations d'amour à la Havane, et des films où la Havane est une véritable obsession. Des films où les gens se déplacent beaucoup. Là, je vous ai mis donc un de ses films les plus connus, c'est Madagascar. C'est un moyen métrage dans les années 90 sur l'adolescence et la crise économique à Cuba, qui est très, très beau. Et dans ces films, il y a une multiplication des tunnels, des ponts, de toutes les voies de sortie de la Havane. Ces personnages sont constamment en mouvement, mais ils ne partaient pas. Jusqu'à son film de 2003, qui s'appelle Suite Havana, qui est la plus grande merveille pour moi du cinéma cubain du 21e siècle.
dernier film, Últimos días en La Habana, Dernier jour à La Havane, les personnages sur la fin de la filmographie de Fernando Pérez commencent à partir. D'accord, donc même lui, malgré son amour, est obligé de prendre acte dans son cinéma de ses personnages qui quittent La Havane. Alors, donc les personnages courent, les personnages roulent, les personnages font de la montgolfière dans le film que vous avez peut-être vu qui s'appelle La vida es silbar, la vie c'est siffler, que Arte parfois programmé. Voilà, c'est un peu compliqué de voir ces films-là, mais c'est très beau. Donc il y a cette idée de la Havane comme un aimant auquel on est toujours attaché. Et souvent on a cette image d'une Havane qui est très pleine. Voilà, le très plein, c'est un des marqueurs du cinéma sur la Havane. C'est qu'on imagine toujours une ville très animée, très bruyante. Donc là on a des photogrammes comme ça de ce fameux très plein. Mais c'est un très plein qui est souvent manipulé par les cinéastes parce que les cinéastes aiment prendre le contre-pied de cette image. Par exemple, la Havane, on l'imagine et on l'a vécu si on a été visiteur, on la voit comme ensoleillée, colorée et bruyante. Or, Fernando Pérez, par exemple, qui est l'un des principaux représentants, la montre toujours pluvieuse, très grise, beaucoup plus apaisée chromatiquement et avec des personnages très solitaires. Ça, c'est quelque chose que les cinéastes, pour moi, c'est l'une des plus grandes manipulations, c'est de vider la Havane pour en faire un lieu de réflexion. Pour moi, là-dessous, il y a une idée très politique qui est que la Révolution pense l'humain, l'individu comme une partie du collectif. La Révolution impose depuis 1959 de ne penser que pour le collectif. Et les cinéastes font un retour qui me semble salutaire, sans entrer dans des polémiques politiques, qui est « oui, je peux dédier ma vie à un projet collectif, mais je suis une personne ». Et les films font beaucoup ça, de s'intéresser à des individus plus solitaires et plus... voilà. Je vais vous montrer le plus solitaire d'entre eux. Dans le film le plus... J'arrête pas d'avoir des superlatifs. Le plus connu. Voilà. Le chef-d'œuvre du cinéma cubain de 1968 s'appelle Mémoire du sous-développement. C'est un film complexe, cynique, historique, et si vous faites une enquête auprès de tous les chercheurs, spectateurs qui connaissent bien le cinéma cubain, c'est le film favori de tout le monde. Pour moi, détrôné depuis par Suite Havane, mais sinon, c'est le film à voir si vous ne l'avez pas vu. Alors, ce film raconte l'histoire de Sergio. Le film est de 68, qui est considéré comme l'année... donc c'est la décennie dorée du cinéma cubain, c'est les années 60, et l'année 68, c'est l'année des deux chefs-d'œuvre, Lucia de Humberto Solas et Mémoire du sous-développement de Tomás Gutiérrez Saler. Donc le réalisateur de Fraises et chocolat, que pour le coup quand même, j'espère que certains d'entre vous ont vu. Donc dans Mémoire du sous-développement, Sergio est un dandy, c'est un véritable bourgeois, cynique, voilà. Et au tout début, l'action du film se situe en 61-62, donc la crise des missiles, Playa Girón, les premiers départs massifs de bourgeois de Cuba. Et Sergio décide de rester à Cuba alors que sa femme et ses parents s'en vont aux États-Unis. Donc on se dit, tiens, il est révolutionnaire, ils se sont portés par l'élan. Et en fait, pas du tout. Et tout le film suit cet homme qui n'a pas voulu partir, mais qui reste sans vouloir s'engager. Donc c'est comme ça le portrait d'un dandy très peu politiquement correct, qui est une sorte d'alter ego non convaincu du cinéaste. Le film est toujours sur le fil un petit peu politique de ce qui peut se dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà. Et donc c'est un personnage qui scrute la Havane, mais de façon très froide et très distanciée, comme quelqu'un qui ne veut pas se mêler à cette foule qui sue. Il dit ça dans le film à un moment, c'est pas moi qui le dis. Et vous allez voir là le début aussi du film, je vous montre beaucoup de débuts des films parce que ce sont les moments où l'on pose la réflexion. Et là vous allez voir à quel point le personnage, alors il ne s'identifie pas à la ville, mais en tout cas il se pose des questions et il dialogue avec elle, tout en voix off et tout en cynisme. Voilà. Donc là, on est au tout début. On est au début où le personnage vient de dire au revoir à sa femme et à ses parents, relativement froidement d'ailleurs. Il sait qu'il ne les reverra pas. Bon. Et là, il arrive dans son appartement et la scène, c'est très intéressant comme anecdote de tournage, c'est que la scène la plus connue du film est la scène du télescope, celle que vous allez voir. Alors les chercheurs, on s'enflamme tous, ah là là c'est formidable ce télescope. En fait c'est un hasard de tournage, ils sont arrivés dans l'appartement, il y avait un télescope sur le balcon et la scène est née comme ça et c'est devenu la scène la plus emblématique. Donc on y voit la Havane balayée comme ça par ce télescope et cet homme très froid et on entend sa voix. Donc je dois à chaque fois vous mettre les sous-titres.
Aquí todo sigue igual. Así de pronto parece una escenografía, una ciudad de cartón. El titán de bronce. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Como mi padre, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Es la hora de partir. Oh, abandonado como los muelles al alba, todo en ti fue naufragio. Et vous avez ce plan final comme ça avec ce noir et blanc un peu surexposé. Et vous avez ce plan final où quand le personnage se baisse, ben, il finit par s'inscrire comme ça sur le fond de la ville, sauf qu'il ne descend pas de sa tour d'ivoire, il est un peu comme un lion en cage volontaire. C'est très intéressant, enfin, c'est encore un film à voir, où la ville comme ça est un terreau permanent de réflexion, et quand il descend et qu'il observe dans des scènes très documentaires, qui ont l'air d'être carrément des documentaires sur la Havane, il est toujours aussi cynique sur ses pairs. Donc cette ville très pleine, cette ville très animée, les cinéastes la vident. Je reviens sur cette idée-là en continuant avec le fameux Malécon. Alors, donc ça c'est un plan qu'on voit très peu dans les films, c'est le contre-champ de la Havane depuis la mer, donc comme je vous disais, c'est très peu fréquent qu'on soit en bateau autour de la Havane, c'est pas très autorisé, les eaux sont très contrôlées. Ça c'est un extrait d'un autre film que vous devez voir, vous allez avoir beaucoup de travail, qui s'appelle Juan de los Muertos, qui est, donc, il a aussi un titre anglais, Juan of the Dead, qui est le premier, peut-être le dernier film de zombies cubain. C'est une comédie, et c'est une comédie ultra politique. Si j'ai le temps aussi, je vous en montrerai un extrait, parce que ça détruit la Havane, ça accélère la ruine. Voilà. Et donc là, c'est pour moi, je pense que ça a été fait par image de synthèse, parce qu'autant de bateaux sur le front de mer de la Havane, ça m'étonne. Donc le Malécon. Le Malécon, c'est le lieu où vous devez aller quand vous êtes touriste, le lieu où les Cubains vont au quotidien marcher s'ils ne sont pas trop loin. Donc c'est 8 km, comme je vous disais, qui constituent une véritable frontière et une véritable protection. Alors c'est rigolo quand on connaît le surnom que les Havanais lui donnent, c'est le sofa de la Havane, le canapé, sur lequel on va s'asseoir quand il fait trop chaud, quand il y a une coupure d'électricité et que vous n'avez pas la clim, dans le meilleur des cas, ou le ventilateur, vous allez passer votre soirée sur le mur du Malécon. Donc c'est comme ça la limite de cette ville portuaire qui est très peu tournée vers la mer. Donc ce mur est construit pour isoler, protéger de la mer, mais n'empêche pas comme ça que les vagues entrent. Et dans de nombreux documentaires, on voit que c'est le lieu où affluent les gens se promènent, les amoureux se réunissent, etc. Dans les fictions, les cinéastes jouent beaucoup à isoler les personnages dans des moments d'introspection, comme si il fallait se situer comme ça sur cette frontière physique pour être sur une frontière mentale de réflexion, partir, rester, prendre des décisions, etc. Donc c'est un lieu là je vous donne d'autres exemples de photogrammes, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Je suis en train d'écrire normalement un livre là-dessus, qui traîne, mais c'est l'idée. Le Malécon est donc un lieu de liberté, un lieu de transition et un lieu de solitude, paradoxalement. Le lieu est propice à la métaphore du personnage sur le fil, ça je vous le disais déjà. Là, ça c'est par exemple un moment très triste, je vous spoil un peu des films. Donc, dans le film Yuli, la demi-sœur de Carlos Acosta, Berta, se suicide depuis le Malécon, donc c'est vraiment le paroxysme de cette réflexion.
Je vous ai mis là quelques images du tournage du dernier film de Fernando Pérez qui s'appelle Le monde de Nelsito. Et alors là aussi, c'est une autre anecdote de tournage qui montre que nous, les chercheurs, on va trop loin. Donc j'étais invitée à participer à ce tournage et c'était tard le soir. On avait privatisé comme ça un bout de Havane, coupé la circulation. Ils avaient, moi j'en regardais. Et là, je demande à Fernando, parce que c'est 8 km le Malecón, et puis ça fait de longs virages, alors j'imaginais qu'il allait me donner une réponse très complexe à ma question qui était, pourquoi avoir choisi ce virage? Est-ce un virage qui pour toi fait sens et tout ça? Il me dit, ah non, tu demandes au météorologue, c'est le virage où avec les courants maritimes, il y a le plus de chances que la vague se casse et monte haut, et moi j'ai besoin d'une vague qui monte haut. Et donc c'est drôle parce que nous on voit toujours des tas de choses dans les films, et lui il voulait juste une vague qui monte haut. C'était un soir très froid de la Havane, un très beau souvenir. Donc, un autre élément très important de la Havane, c'est son caractère politique. Par exemple, dans Yuli, à un moment, on voyait un personnage marcher le long d'un mur avec une fresque, avec des consignes. Ça, à la Havane, c'est très présent, les consignes politiques. Et il y a des lieux qui sont éminemment politiques, comme la place de la Révolution. Donc, si vous avez vu des images des plus grands discours de Fidel Castro depuis 1959 jusqu'à sa mort, enfin quelques années avant sa mort, c'était très souvent sur la place de la Révolution, qui est une immense place aujourd'hui très très vide, et elle est normalement caractérisée par cette réunion de foule pour venir écouter un discours politique. Or au cinéma, on se retrouve là aussi avec des détournements où on décide de prendre cette place et de façon presque blasphématoire d'en faire autre chose. Donc je vous montre la fin cette fois-ci de La Vida es Silval. Alors le film de 98, ça a un peu vieilli en termes d'esthétique, mais vous allez voir, c'est une très belle fin de film. Là, c'est à la toute fin, donc vous allez voir aussi cette séquence. Vous avez une sorte de narrateur, un petit peu comme dans une tragédie, qui dit « Je suis seul, la Havane aussi est seule, mais pas comme moi ». Et vous avez la fin du film sur cette maquette de la Havane, donc ça confirme cette obsession de la Havane. Donc je vous montre la séquence. Le film raconte l'histoire de plusieurs personnages qui sont soumis justement à des crises personnelles. Donc ça déjà c'est un peu spécial à Cuba de non pas parler du collectif mais de la crise de l'individu. Chaque personnage, il y en a un qui hésite à partir en exil, il y en a une autre qui est rongée par la nymphomanie et ne sait pas que faire de ça, il y en a une autre qui cherche l'amour, bon bref. Et les personnages à la fin ont un rendez-vous très mystérieux sur la place de la Révolution, et donc vous allez voir que cette place n'est plus la place de Fidel Castro et des grands discours, mais elle devient la place de l'individu. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette place? Il y a une statue de José Martí, le père de l'indépendance cubaine, une figure là aussi très aimée de beaucoup de Cubains à Cuba et en exil. Donc voici la fin et la réutilisation de cette place. Non.
Así mis personajes podrán ser felices siempre. Ahora soy Dios. Y yo decreté la felicidad absoluta de todos los habaneros en el año 2020. Sur ces dernières images, je vous commente juste ce qui a été dit. Donc dans cette fin de film, elle décrète qu'elle est Dieu et qu'elle décrète le bonheur pour les Cubains, pour tous les Cubains en 2020. Et ça a été terrible parce que ce film, on a beaucoup repris parce que c'était précisément l'année où Cuba est tombé le plus bas, enfin une des années où ça a été très dur, avec le confinement et donc avec ce secret de la vida es silbar. Le film termine sur une très belle chanson de Bola de Nieve. Et donc j'en profite pour vous montrer là-bas au fond le phare de la Havane, qui est un autre marqueur absolument essentiel du cinéma cubain. Je vais y venir juste après. Et vous avez derrière donc, le personnage dans ce plan qui va durer encore longtemps. Vous avez derrière tous ces personnages qui bougent. Il y a comme ça une sorte de rejet de l'immobilité ou de l'immobilisme dans le cinéma de Fernando Pérez. Voilà, donc j'essaie d'aller un peu... 45 minutes, ça fait déjà. Donc vous avez aussi, même si la Havane, contrairement à New York, n'est pas caractérisée par une skyline spectaculaire, vous avez tout de même comme ça des éléments verticaux qui sont très importants. Ce monument central de la Plaza de la Revolución avec le monument à Martí. Vous avez le phare de la Havane qui est aussi un repère très important. Ah si, quand même, je voulais vous montrer l'extrait de Juan de los Muertos. Parce que vous allez voir que là, on a une autre réutilisation de la place de la Révolution, mais de façon très, très politique. Pour vous raconter en 2 secondes le pitch, c'est que la Havane, comme dans tous les films de zombies, subit une attaque dont on ne sait pas l'origine. C'est toujours comme ça que les films de zombies commencent, les zombies sont là. Et le film est une fiction dans laquelle il va s'agir de, vu que tout le monde va mourir, de survivre. Et le groupe qui va sauver Cuba, contrairement à toute cette théorie de l'homme nouveau du Che, qui devait être parfait, courageux, viril, vaillant, etc., le petit groupe qui va sauver Cuba, c'est à peu près la lie de la société, des paresseux, des personnes qui sont très... ah, j'essaie d'aller vite et je m'embrouille. En fait, qui contournent le système, des gens pas très sérieux, mais très attachants, très imparfaits et très attachants. Et vous allez voir l'une des scènes finales où la Havane est presque totalement envahie de zombies. Et là, on a une énorme charge politique parce que le cinéaste, qui s'appelle Alejandro Blogues, a dit que l'idée du film lui était venue un jour où il prenait un café dans les rues de la Havane. Il regardait passer les gens, et les gens faisaient la queue, les gens traînaient pour aller acheter ceci ou cela, le peu qu'il y a dans les rues de la Havane. Et en souriant avec l'ami avec qui il prenait son café, il a dit « Tiens, regarde, on pourrait faire un film de zombies et ce serait un documentaire sur la Havane. » Ce qui est d'une cruauté terrible sur le constat est cruel en tout cas pour la société aujourd'hui. Alors j'ouvre toujours la mauvaise fenêtre. Et je vous passe cette scène finale où vous allez voir cerise sur le gâteau, notre bande de bras cassés est un peu en difficulté et c'est un touriste étranger qui va venir les sauver. Alors là on est dans le blasphème politique total. Où sommes-nous ? 5, 6. Voilà. Mais aussi par, sur 2 bâtiments, les portraits en fer forgé d'abord de Che Guevara et ensuite de Camilo Cienfuegos, qui est un autre héros de la Révolution.
Et là, c'est très, là encore, insolent ou impertinent de placer comme ça en fond de cette foule havanaise complètement zombifiée le message de Hasta la victoria siempre et le regard du Che qui couvre tous ces gens-là qui sauvent Cuba. Voilà, donc de plus en plus, le cinéma cubain, évidemment, se dirige vers ce genre d'impertinence. Mais je vous le conseille. Une fois qu'on s'est habitué au sang, il est hyper drôle. On a eu une grande crise de rire mais à Villeurbanne, il a marché du tonnerre, on a fait rire la salle, c'était très... je dis toujours, on voyait, on dirait que j'ai fait tous les films. Bon, donc vous avez cette verticalité, le phare, je condense le propos pour arriver à fraises et chocolat quand même, parce que... donc vous avez les lieux du pouvoir, bon je saute. La verticalité avec le phare, les fameuses colonnes, le phare de la Havane qui est toujours comme une figure très paternelle, comme ça, qui est en second plan et qui protège un petit peu la population, qui est une sorte de repère important, les colonnes, etc. Et pour rompre cette verticalité, vous avez les toits terrasses. On ne va pas s'attarder, parce que pour le coup c'est un film plus facile à voir, mais dans Retour à Ithaque, de Laurent Cantet, vous avez tout le début du film, vu que c'est un huis clos, donc on ne voit pas beaucoup la Havane, sauf au début du film où vous avez une caméra circulaire quand les personnages chantent et dansent sur le toit terrasse, et vous comprenez Havane parce que vous avez Malecón, la mer, quelques avenues caractéristiques, l'hôtel national en fond et le phare de la Havane. Et là vous savez que vous êtes à Cuba, même si après le film se referme totalement sur l'appartement. Quel est le problème donc de cette ville? C'est qu'elle est en perdition, étant donné que, hormis les bâtiments qui sont restaurés grâce aux politiques internationales, l'embargo et le reste, et l'air marin et toutes sortes de choses font que la ville s'abîme, qu'elle se polie, qu'elle s'effondre, il se passe des tas de choses un peu tristes. Et dans un film fort connu et pourtant pas si récent, donc ça c'est le photogramme final de Retour à Ithaque, je vous ai spoilé aussi. Dans Fraises et chocolat, donc le grand classique de Tomás Gutiérrez Salea, premier film cubain nommé aux Oscars, film de 1990, film qui a jeté un pavé dans la mare de l'intolérance envers l'homosexualité à Cuba. Vous avez ces deux personnages, Diego et David. David qui est un jeune communiste idéal, viril, etc., tout comme il faut. Et Diego, l'homme qui est censé représenter le contre-révolutionnaire, mais en fait pas du tout, il aime son île, qui est homosexuel, cultivé, ouvert à une culture très internationale. Et le film va, et c'est là qu'est le pavé dans la mare, raconter comment ces deux hommes, techniquement programmés pour ne pas s'entendre, vont devenir très amis et très proches. Et ce film c'est le film que Gutiérrez Salea a fait au moment où il commençait à avoir le cancer qui le tuera en 96. C'est un film qui aurait dû être plus havanais. C'est un film qui est un huis clos beaucoup dans un lieu aujourd'hui qui est un restaurant à la Havane, la Guarida, dans lequel ce personnage de Diego va faire l'éducation de David, l'éducation à la culture, à l'ouverture, à la musique, au théâtre, etc. Et notamment l'éducation à la Havane. Et vous allez voir dans cette séquence qui est très belle, vous avez à la fois un premier monologue, un premier dialogue qui parle de la Havane et de la Havane qui tombe. Et ensuite, on va voir que David part dans les rues de la Havane sur un fond musical, là encore de Ignacio Cervantes, au piano très joli, qui s'appelle Hommage. Et vous allez voir David qui part explorer la Havane que Diego lui a expliqué. Là où cette séquence, qui est très courte et très cruelle aussi, c'est que l'homme qui sait est cantonné à son appartement parce qu'il est persona non grata dans les rues de la Havane. C'est une belle séquence, et c'est une belle séquence qui finit sur les ruines de la Havane. Je vais arrêter avec cette fenêtre. Vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo. Je mets les sous-titres évidemment. Todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se la trague la mierda. Coño, chicos, no seas injusto, que son muchas las cosas. Una ciudad no Se se están trata. dejando caer. Eso no me lo digo. Cosas antes de que se derrumbe. Todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se maravillosas del mundo. Todavía Nous vivons dans l'une des villes les plus merveilleuses du monde, c'est la première phrase. estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se la trague la mierda. Coño, chicos, no seas injusto, que son muchas las cosas. Una ciudad no Se se están trata. dejando caer. Eso no me lo discutas. Somos un
país pequeño, con todo en contra. Sí, pero es como si no les importara, no sufren cuando la ven. A algunos nos importa. A ti y a mí no nos importa. Vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo. Voilà. Le plan final, là pour le coup il ne faut pas toujours chercher des poils aux œufs, mais parfois oui. Ce plan final, on a dans toute la séquence on suit David, on voit son visage, on voit des champs contre champs pour voir ce qu'il observe. Le plan final, la caméra s'arrête, elle devient fixe, elle laisse partir le personnage de David qui était notre guide jusqu'à maintenant et elle s'élève comme ça pour vous montrer ce bâtiment en ruine et elle finit sur cette note-là. On ne peut pas penser à un pessimisme fondamental à ce moment-là de Tomás Gutiérrez Saler. Je finis avec les mots de conclusion et je vous laisse une belle séquence finale de Suite à Havana, comme ça vous saurez pourquoi c'est le meilleur film du monde. Quelques mots de conclusion rapides. Le cinéaste est urbaniste, c'est un concept sur lequel j'essaie aussi d'écrire un livre. Donc. Le cinéaste construit une ville, il vous la livre, donc si vous n'êtes jamais allé à Tokyo, vous pouvez avoir Tokyo en tête grâce à des lectures et à des films. On vous apprend les marqueurs, on les imprime dans votre imaginaire et vous faites le travail de spectateur et vous reconstruisez, même si vous êtes havanais, vous avez une ville cinématographique qui naît. La Havane est très hétérogène, elle peut être majestueuse, on voit aussi qu'elle est fragile, on voit que c'est une ville très politisée, mais on voit aussi que les cinéastes tentent de la rendre à l'individu et de la rendre un peu à la réflexion. Donc c'est une Havane qui est parfois héroïque, parfois un peu muséifiée, le mot est un peu barbare. Mais quoi qu'il en soit, c'est une Havane aujourd'hui qui se vide de ses habitants et si on avait le temps de parler des films très récents, bah c'est un petit peu tragique. J'ai notamment un film très beau qu'on a passé à Toulouse l'année dernière qui s'appelle, je vous laisse au cas où, ça s'appelle Sous un soleil puissant. C'est un hommage de Enrique Alvarez à Godard. Et c'est un film qui se clôt sur les commémorations des 500 ans de la Havane avec le personnage qui pense à tous les gens partis. C'est absolument triste et terrible. Je vous laisse là deux autres films très contemporains, très pessimistes, très ironiques, très tristes. Vicente Ave et Corazón Azul. Voilà. Et je vais quand même finir sur une déclaration d'amour parce que c'est quand même ce que l'on sent malgré la souffrance chez les cinéastes. Et donc pour ça, je vais vous parler de Suite à Havana. Suite à Havana est une docu-fiction, c'est un film où le cinéaste Fernando Pérez, en 2003, décide de suivre une petite douzaine d'habitants de la Havane, des enfants et des personnes âgées, des hommes, des femmes, enfin un portrait comme ça très vaste de Centro Havana et de la vieille Havane. Et il leur demande de jouer leur propre rôle. Donc c'est pour ça qu'on parle de docu-fiction, ce sont des personnages réels, leur vie réelle, mais ils la rejouent et c'est très mis en scène par le cinéaste. Et donc c'est un film sans aucun dialogue, où l'on suit, seulement sur un fond musical, on suit ces personnages, et vous allez voir qu'à la fin du film, on arrête de suivre les personnages, et Fernando Pérez dit encore à la Havane à quel point il l'aime, et vous allez voir que c'est un très beau final. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Oui, je pense que Fernando Pérez aussi, il le dit,
dans ces films a aussi cette sensation et cette urgence à sauver la Havane et à sauver dans les films ce que l'on peut encore voir d'elle d'important. Ne me dites pas que je n'ai pas la séquence. Si. 10. Je vous raconte d'abord la petite anecdote. Le film suit les personnages pendant 24 heures. Donc ça commence à 4-5 heures du matin. Ensuite, on va se promener dans la Havane toute la journée. On va voir les gens travailler, les gens besogneux qui travaillent. Et ensuite, on les voit dans leur vie nocturne où ils peuvent s'adonner à des plaisirs différents, un petit peu décrochés de toute la responsabilité quotidienne. Et on finit le matin suivant, comme toujours chez Fernando Pérez, il pleut. Il pleut et c'est gris. Et l'homme que vous voyez est un homme qui surveille la statue de John Lennon dans un parc de la Havane. Bon, les Beatles et Cuba, c'est compliqué. Mais John Lennon est aujourd'hui une figure très reconnue à la Havane. Et on surveillait sa statue parce que ses lunettes n'étaient pas scellées et les gens volaient les lunettes de John Lennon. Et pourquoi est-ce qu'il y a John Lennon dans ce parc? C'est parce qu'à ses pieds, il y a les paroles d'une chanson qui a beaucoup de résonance à Cuba, qui est Imagine. Donc on peut rêver, etc. Vous connaissez les paroles. Donc ça commence là-dessus et vous allez voir, le film se ferme sur la séquence qui avait ouvert des vigiles qui se relaient pour surveiller les lunettes de John Lennon. Un véritable hymne dans le cinéma cubain qui est très utilisé notamment par Pérez. Là, c'est la version de Omar Portuondo. Et donc les paroles pour les gens non hispanophones parmi vous, quand on s'aime vraiment comme moi je t'aime, il est impossible de vivre séparés. Et c'est exactement ce que pense Fernando Pérez, qui a ses enfants, 2 sur 3 qui sont partis vivre en exil et qui continue d'être un pilier de la culture cubaine. Voilà, et donc à la fin vous avez ce pas de deux entre la ville et juste on n'a plus la chanson et on n'a plus que ce bruit des vagues contre le Malecón. Donc quand on reproche au cinéaste d'utiliser les clichés, moi j'oppose toujours ce film-là. Prends les clichés si c'est pour me faire ça, ça me va. Voilà, donc c'est un incontournable, c'est cette relation un peu contrariée à la mer. Et voilà. Merci beaucoup.